Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Enzo Colucci. Salut Enzo, comment vas-tu ? Salut Marine, écoute, ça va super, semaine de grosses reprises après les vacances et les fêtes de fin d'année, donc on est au taquet quoi. Ouais, c'est clair, on est beaucoup à avoir un effet marathon, un effet sprint en début d'année. Moi, je préfère partir doucement, mais tenir toute l'année tranquillement. Ouais, t'as bien raison, c'est drôle, c'est le sujet d'un post que j'ai prévu de faire demain sur LinkedIn, justement, la notion de marathon. On a souvent tendance à dire que la vie, c'est un marathon. Moi, j'ai envie de dire justement qu'en fait, c'est une multitude de sprints au sein d'un marathon, justement. Ouais, je partage la même vision. Et du coup, Enzo, comme je te le disais en off, il y a des personnes qui ne te connaissent pas et c'est vraiment dommage, du coup je vais te présenter. Tu es sales coach, donc coach en vente chez Iconoclast. C'est une école qui forme les commerciaux et les business développeurs de demain. Et t'as une passion, c'est créer de vraies relations de confiance avec des personnes où chacun va ressortir en position gagnante. Moi, je t'ai découvert via le Call Club. C'est parce que tu es un spécialiste du call call, donc c'est l'appel à froid. Et en fait, le Call Club, c'est un live hebdo où vous pouvez retrouver Enzo qui prend des rendez-vous en direct pour des entreprises sélectionnées en amont. Et en plus, t'as un podcast aussi qui s'appelle, si je me trompe pas, Phoenix, l'échec mention très bien. T'as super bien fait tes devoirs, j'ai rien à rajouter, tout est nickel. Super, parfait. Je suis contente parce que j'avais peur d'écorcher le nom, mais... Non, t'as tout bien dit. Je fais une petite précision, c'est que Phoenix, l'échec mention très bien. Je l'ai arrêté depuis la rentrée, depuis septembre là 2022, Ok. parce que j'étais arrivé un peu au bout. On en parlera peut-être pendant l'épisode, mais j'étais arrivé au bout de mon projet de podcast. J'avais fait 50 épisodes et puis en fait en cours de route, j'ai une maison d'édition qui m'a signé un livre. Donc il fallait que je me dégage du temps pour me mettre sur l'écriture du bouquin que je suis en train de faire, qui avance pas beaucoup d'ailleurs, mais il va falloir que je me remette un coup de collier. Et donc, il a fallu que j'arrête le podcast, mais c'était pile dans le timing que je m'étais fixé, les objectifs. Donc, tu vois, les planètes s'alignaient plutôt bien, en vrai. C'est génial, effectivement, on va en parler tout à l'heure, mais du coup, si vous voulez savoir l'histoire, restez bien tout au long de l'épisode. Du coup, Enzo, moi, je t'ai fait venir pour parler d'un sujet que je vois assez peu finalement dans les podcasts, ou alors c'est que j'ai pas écouté les bons finalement. Mhm. Et le sujet, c'est comment on fait quand on est entrepreneur, solo ou pas, pour avoir un mindset de commercial. Puisque moi, tu m'as soufflé avec le Call Club. À chaque fois, je regarde, je me dis, mais waouh, c'est incroyable ces compétences-là. Et du coup, j'ai bien fait mes devoirs. J'ai vu que tu avais plus de 10 ans d'expérience en vente. Ça a Mhm. commencé avec des cartes Pokémon sur eBay. Pas mal. Ça a commencé très jeune, ouais. C'est ça. Et du coup, pour toi, c'est quoi un bon vendeur, un bon commercial? Vaste question, hein, vaste question. Je pense que c'est quelqu'un, un bon commercial. C'est quelqu'un qui aime les relations sociales, les relations humaines. Tu vois, c'est quelqu'un qui aime l'humain avant tout. On peut pas aimer tout le monde hein, sur Terre. On va arrêter de se croire au pays des bisounours. C'est pas l'objet de ce podcast du tout. C'est juste que un sales, c'est quelqu'un qui doit créer des relations, une relation de confiance forte rapidement. Donc, il doit créer du lien avec un humain. Donc, il faut savoir parler aux gens. Qui dit savoir parler dit surtout savoir écouter. Un très bon vendeur, c'est quelqu'un qui fait preuve d'une très forte écoute active, on appelle ça. Ça veut dire qu'en réalité, un très bon vendeur, lors d'un rendez-vous, il doit parler 2 fois moins que ce qu'il écoute, en réalité. Parce que c'est le prospect qui va te donner justement tous ses besoins, tous ses pains, toutes ses difficultés. Et c'est en fonction de ça que toi, tu vas adapter le discours et taper justement là où il faut. Tu vas être pragmatique en fait. On a besoin d'avoir des gens qui sont pragmatiques. Et enfin, on a surtout besoin d'avoir des gens qui sont ce qu'on appelle du coup business oriented, c'est qui vont avoir aussi la notion des résultats, des chiffres et qui vont pas juste faire un taf, tu vois, par défaut. Et donc, c'est des gens, je pense, qui ont surtout besoin d'avoir cet esprit de compétition, ce goût du challenge, tu vois. Esprit de compétition ne veut pas dire
je veux être numéro un, donc j'écrase les autres. Non, ça veut juste dire, par contre, je veux être numéro un. Ouais, Tu vois. clairement. Bah, en fait, on pourrait arrêter l'épisode ici. Ça va pas être le cas. Mais effectivement, tu as dit plusieurs choses hyper importantes. Déjà, un commercial a un esprit de compétition et pas vouloir écraser les autres. Pour moi, c'est hyper important. On est dans la bienveillance. Enfin, moi, je crois beaucoup à cette compétence-là, qui a été très longtemps sous-estimée. On disait que si t'es trop bienveillant, trop gentil, tu réussiras jamais dans le milieu du travail, alors que je crois au contraire que c'est une vraie force, puisque généralement, les gentils, ils ont beaucoup d'empathie, et l'empathie, ça va très très bien avec la capacité d'écoute active. Donc j'ai envie de Mhm. dire, les gentils, les introvertis, vous pouvez être de super commerciaux. Mais au contraire, d'ailleurs, en fait, si tu veux, c'est que pour moi, la gentillesse gagnera toujours sur le long terme. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un connard et donc qui est un peu un gros shark, à court terme, il aura peut-être plus de résultats. Moi, je crois beaucoup au karma et je vois les relations, que ce soit commerciales ou sociales, sur le long terme. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Ça sert à rien de forcer une vente pour te dire super, j'ai un plus un, parce que ça se trouve, tu vas te taper en plus de ça un client qui est super chiant et parce que tu auras fait une mauvaise vente. Donc, soit c'est toi parce que tu es tout seul qui va te taper tout l'après-vente, soit c'est tes customer success ou account manager que tu vas mettre dans la merde par cette relation que tu auras forcée. Donc, c'est vraiment pas une bonne chose à faire. Et encore une fois, on ne sait pas de quoi demain est fait. Ce prospect-là à qui t'as pas vendu aujourd'hui à juste titre, peut-être que justement il va te remercier, il va t'envoyer des gens en contrepartie, peut-être que tu vas le recroiser dans 1 an, 5 ans, 10 ans sur un autre business et il se rappellera de toi comme une bonne personne parce que c'est ça qu'on veut avant tout. Et ben en fait, ça va être profitable sur le long terme. Donc évidemment qu'aujourd'hui, il faut être gentil. Kindness is the key, dit Gary Vaynerchuk, que moi j'adore. Et il faut vraiment se concentrer là-dessus. Moi, j'aime bien dire dans toutes mes formations, que ce soit du coup auprès d'Iconoclast ou bien sûr en entreprise, ce que je fais du coup majoritairement aujourd'hui, c'est que moi, je forme des dauphins et pas des requins. Et ça va totalement de pair avec ce que tu dis encore une fois. Cette image illustre parfaitement ce qui s'est passé. Il y a eu un genre de Swift il y a quelque temps où j'ai l'impression que c'était beaucoup les extravertis qui étaient mis en avant avec il faut Mhm. être agressif, il faut aller chercher du marché, etc. Et maintenant, on est plus en mode on discute, si ça match, tant mieux, si ça match pas, c'est pas grave. Un non, c'est pas un non forcément définitif, c'est peut-être une question de timing, c'est peut-être une question d'interlocuteur. Mhm. Il y a plein d'éléments dans le contexte qui influencent La vente. la vente, merci. Ouais, j'allais te dire un truc. En fait, je pense il y a toujours des avantages aux inconvénients dans ce qu'on vit. Je sais pas si tu as noté, mais il y a à peu près de ça maintenant 1 an. Bon, avec du coup, donc ça, évidemment que tu l'as noté, j'allais dire, il y a la guerre en Ukraine, tout ça. Mais depuis à peu près 9 mois, on a vu un changement de position assez drastique de la part des VC, de la part des gens qui investissent dans les boîtes. Tu vois, typiquement, depuis plus de 10 ans, c'était l'Eldorado pour tout le monde. Tu arrivais avec un PowerPoint de 10 pages, tu repartais de là, tu avais levé des millions, tu vois, parce que tu avais juste une stratégie d'acquisition. Aujourd'hui, les VC, avec ce qu'on vit, ils ont toujours autant de pognon à mettre dans les boîtes, mais ils regardent beaucoup plus. Et ils vont pas regarder, si tu veux, la stratégie d'acquisition, ils vont regarder avant tout la stratégie de rentabilité. Donc, on part aussi, je trouve, aujourd'hui dans les mœurs, vers quelque chose qui est davantage tourné vers la qualité plus que la quantité. Ça fait 10 ans qu'on vit avec des boîtes qui sont dans une politique d'hypercroissance où il faut aller vite, il faut avoir beaucoup de pognon, il faut beaucoup lever, il faut recruter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à un moment donné, en fait, on voit que ces fusées-là, en fait, comme son nom l'indique, ce sont des fusées, donc elles explosent en vol en réalité. Alors que ce qu'on veut, c'est de la pérennité dans le business. Donc, ça passe par tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, par des relations humaines, par de la non-vente s'il n'y a pas besoin du coup de vendre, par de la vraie écoute et par des vrais clients. Et pas juste se dire, super, t'as pris combien de clients ce mois-ci? 1000, combien adoptent ton produit? La moitié. Ok. À quoi ça sert en réalité tout ça? Quelle image tu donnes de la boîte et surtout toi en tant qu'individu, en tant que sales qui va peut-être demain être dans une autre boîte? On se rappellera que tu étais chez telle boîte, mais on se rappellera avant tout de toi, commercial, puisqu'une vente, elle se fait en partie, il y a un produit, une entreprise, mais pour moi, à 80%, elle se fait pour la personne que j'ai en face. À produit égal, valeur égale, je vais me tourner vers le commercial en qui j'ai le plus confiance, en qui je me dis, lui, il me la met pas à l'envers et si demain j'ai une couille, il va faire quelque chose pour moi. Ça, c'est important. Dans n'importe quel échange commercial ou même humain, j'ai envie de dire, ce qu'on va retenir le plus, c'est les émotions que la personne nous a fait vivre, plus que ce qu'elle a dit concrètement. Totalement. Donc, Bah oui.
faites vivre des belles expériences, des belles émotions à la personne en face de vous, que ce soit un prospect, un client ou même un être humain tout court, bah du coup, vous allez marquer son esprit beaucoup plus facilement. Moi, j'ai une question avant de parler de mindset. Est-ce que toi, tu as des techniques pour améliorer sa compétence en vente? Qu'il existe plusieurs techniques, mais là, du coup, moi, je trouve qu'aujourd'hui, la vente, d'ailleurs, s'oriente plus justement vers des soft skills, ce qui est beaucoup plus compliqué. Tu vois, à aller chercher des hard skills, c'est facile. Je te forme sur un CRM, je te forme sur un outil, je te forme sur une technique de vente particulière. Ok, tu vas monter en compétence globalement assez rapidement. Des soft skills, c'est beaucoup plus long à acquérir, mais c'est beaucoup plus fort. Tu vois, quelqu'un qui est hyper grande gueule et qui écoute jamais rien, le faire changer et faire en sorte que cette personne-là, bah, du coup, passe son temps davantage à écouter les autres, arrête de parler. Enfin, arrête de parler, on ne veut pas qu'elle ferme sa gueule à tout jamais, mais en tout cas qu'elle parle, en tout cas beaucoup moins. C'est beaucoup plus délicat. Donc ça, il n'y a pas, je pense, de technique en particulier. Il faut surtout, je pense, avant tout que cette personne ait conscience de ça et ait envie de changer. Sur ces formes de soft skills, il faut vraiment avoir des gens qui mettent leur ego de côté et aient vraiment envie de monter en compétences. Et ça, pour les managers, c'est hyper compliqué parce que tu as des gens qui réfutent totalement l'envie de se faire aider ou de monter en compétences ou qui se disent non, mais moi, ça va très bien. Non, mais moi, ça fait des années que je fais ça. Non, mais moi, tout va bien. Ils sont dans le déni total en réalité. Et donc, ça passe par une aide, moi, je pense, de l'entourage. Là, je parle d'entourage, ça peut être managérial ou non parce qu'on s'adresse encore une fois à des gens qui sont indépendants ou qui sont salariés à l'entreprise. Donc, j'essaie un peu de donner le point de vue pour les deux. C'est les autres autour de nous qui vont nous faire prendre conscience de ça, justement. Donc, il faut avoir un entourage qui est suffisamment aussi honnête pour nous le dire et bienveillant pour nous aider à passer le cap. Et après, c'est toi et ton envie qui va faire, OK, merde, j'écoute peut-être pas assez. Donc, en fait, maintenant, quand les gens parlent, je vais arrêter de vouloir couper la parole sans arrêt et je vais laisser les gens aller au bout de leur phrase. Ça va commencer peut-être un petit peu comme ça. Tu vois, c'est plein finalement de micro-exercices, mais il faut juste, par contre, être très constant. Et moi, je trouve qu'un bon sales, pour monter en compétence, il doit se confronter à d'autres humains, en réalité. C'est là, en fait, moi, si tu veux, là, ma réponse à ta question, c'est confrontez-vous à d'autres gens. Pas que votre cercle proche, parce qu'au bout d'un moment, vous vous connaissez par cœur et vous avez les mêmes sujets de conversation. C'est non, dépasse-toi, va rencontrer d'autres personnes via LinkedIn, via des événements, confronte-toi au point de vue des autres, va à la rencontre des gens. Moi, c'est ça qui m'a permis de m'ouvrir l'esprit de manière incommensurable, littéralement, quand il y a plus de 10 ans, quand j'ai fait de la vente pour ONG dans la rue. Mon taf, c'était d'arrêter des gens au bol toute la journée pour leur pitcher une boîte, tu vois. Enfin, une boîte, pardon. Une ONG, ça aurait pu être une boîte et qui repartent avec un contrat. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux, en fait, sur le côté hétérogène, en fait, de toutes les personnes à qui on peut être confronté. Et donc, du coup, l'adaptation, on n'en a pas parlé, mais un sales, tout à l'heure, je l'ai pas cité, mais un très bon sales, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter à n'importe quel interlocuteur. Tu dois aussi bien pouvoir parler à la secrétaire du dirigeant qu'au dirigeant lui-même, qu'à l'assistant, qu'aux stagiaires et susciter le même intérêt en fait pour eux. Et c'est ça la grande force d'un sales. Ouais, c'est un sacré challenge. Encore une fois, ce qui est important, c'est bien se connaître. Et ça, c'est valable pour un peu tous les jobs, j'ai envie de dire. Hein. Totalement. Avoir un entourage proche ou moins proche, sain, qui va vous faire des feedbacks honnêtes. Ensuite, agrandir cet entourage ou aller chercher finalement l'inconnu, pas rester dans sa zone de confort parce que on sait que la zone de confort c'est cool, on devient un petit peu le king du game, mais finalement le game est très très restreint. Totalement. Du coup, c'est aller chercher ce qui se passe ailleurs. Et sur ce point-là, moi j'ai envie de rajouter, regarder ce qui se fait sur d'autres secteurs d'activité aussi. C'est-à-dire que, par exemple, on a pas mal de prestataires de services qui nous écoutent, qui bossent dans le domaine du digital. Moi, j'interviewe des personnes, par exemple, qui bossent dans le BTP, dans la vinification, des choses qui n'ont rien à voir concrètement avec mon job, mais leur feedback sur la gestion d'entreprise, sur l'expérience utilisateur, puisque c'est mon cœur de métier, c'est hyper enrichissant. Et comme tu disais, ça ouvre les chakras sur d'autres possibilités pour les appliquer à notre secteur. Totalement. Il faut se remettre en question avant tout pour être un bon sales. Tu dois jamais rien prendre pour acquis. Parce que en fait déjà c'est le job du sales aussi, hein, le taf de sales, que ce soit du coup du petit compte, médium, grand compte, ce que tu veux, tu repars à zéro. Tu repars à zéro sur chaque trimestre, chaque mois, ça dépend du coup de comment tu es objectivé, ou chaque année pour certains, ça repart à zéro. T'as beau être le meilleur sales du trimestre, ok super,
Tu peux le refaire maintenant? Parce qu'en fait, on s'en bat les couilles. Maintenant, c'est derrière toi, en fait, hein. Donc, il faut accepter, il faut surtout se remettre en question constamment. Pas non plus douter de soi, attention, c'est toujours aussi la justesse et l'équilibre à avoir quand on se remet en question. Ne pas trop douter de soi non plus, mais avoir suffisamment de recul pour dire, OK, qu'est-ce que je peux encore mieux faire? Je sais que là-dessus, j'ai encore une marge de manœuvre et que je peux m'améliorer. Et je cite juste un exemple, je ne donnerai pas son nom parce que c'est un de mes meilleurs potes, mais qui est entrepreneur, qui a monté une très belle boîte, qui fait pas mal de CA, et donc qui peut être très fier de lui. Et lui, il me fait tellement marrer. Bon, bref, c'est un mec en or. Et il me fait marrer ce qu'il me dit, mec, tous les dimanches soirs, je me mets sous mon lit et je me dis que je suis une merde, littéralement. Il me dit, en fait, je remets tout en question. Je me dis, en fait, j'ai rien fait. Tous les dimanches, il se fout. C'est l'image, tu vois l'image du gars, Oui. l'image qui se met sous son lit, tu vois, et qui dit, OK, j'ai rien fait. Il s'est rien passé. Franchement, on n'a encore rien fait, on n'a rien démontré. Non, la semaine prochaine, ça redémarre. On est au taquet. Et le mec se motive. Tu vois, on parle de mindset, bah, c'est ça, tu vois. Lui, c'est sa façon de faire. Alors, pas besoin de se mettre sous le lit, ou certains aimeront, comme lui. Mais tu vois, c'est l'action qui passe par OK, reset. On arrête de tout prendre pour acquis. Et chaque semaine, il le fait. Donc, imagine la puissance de la mentalité de ce mec. C'est clair. Moi, il y a un mantra que je me répète beaucoup en ce moment puisque je travaille mon mindset de commercial justement. Et ce mantra, c'est je ne suis qu'à 1% de mon potentiel. C'est très C'est-à-dire que beau. même si je me donne à fond pour le podcast, pour mes prestats, à chaque fois, je me dis, OK, là, je suis qu'à 1%. Qu'est-ce que ça va être si je monte à 2, 3, 5, 10%? Mhm. Les gens, ils seront soufflés. Bah, vous, c'est la même chose. Et on parle beaucoup de sales en tant que commerciaux, mais finalement, en tant qu'entrepreneur, on a cette casquette-là de sales. Totalement. Et il y a une peur que moi j'ai affrontée et qu'on est beaucoup à affronter, c'est cette peur de l'échec finalement, de se prendre des noms quand tu vas aller chercher des prospects, des clients ou même des bêta-testeurs. Du coup, j'ai envie qu'on parle de ce sujet qui est Mhm. une grosse partie finalement du mindset de commercial. Déjà, quel est ton rapport à cette peur de l'échec? Est-ce que tu l'as encore? Est-ce que tu t'en es débarrassé? Comment ça se passe pour toi? Non, je m'en suis pas débarrassé. C'est impossible de se débarrasser de la peur de l'échec. Elle va vivre avec nous toute notre vie et c'est une bonne chose. Il faut d'ailleurs, si t'as pas peur, c'est qu'en fait t'en as rien à branler de ce qui se passe. Donc c'est normal d'avoir peur. Par contre, aujourd'hui, moi, je l'accepte. J'accepte mes craintes et j'essaie de rationaliser au plus possible pour pas justement que le côté émotionnel prenne le dessus, parce que c'est là où justement après on se noie et que on a un peu cette angoisse et cette anxiété. Moi, je suis un petit peu anxieux quand même de base, mais je travaille dessus depuis beaucoup d'années maintenant. Et j'avoue que le podcast, donc Phoenix, l'échec mention très bien, ça traite justement de cette thématique de la résilience. Bah, ça m'a aussi beaucoup aidé parce que j'ai été à la rencontre de 50 personnes qui ont vécu aussi bien des peines de cœur que d'avoir planté leur boîte, que d'avoir été en prison, que d'avoir été alcoolique, d'avoir perdu une jambe, d'avoir perdu un proche. Enfin, tu vois, ça a été vraiment très large. Et c'est ce pourquoi j'avais fait le podcast. Donc, c'est aussi pour moi, hein, c'est de me dire, OK, comment est-ce que j'arrive à relativiser? Parce que ce que ces gens ont vécu, c'est juste extrêmement dur. Moi, j'ai pas vécu ça et je me plains. Alors, on a le droit de se plaindre, hein. L'idée, c'est pas juste de rester en fait dans cette plainte constante. C'est juste, OK, ma vie, c'est de la merde. Voilà, maintenant que je l'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Et comment est-ce que je développe de la gratitude pour déjà la vie que j'ai et ce que j'ai vraiment au quotidien, tu vois? Donc l'échec, il faut accepter de vivre avec. Mais c'est très très dur. Ça, on va en parler après. Il y a plein de choses à faire, hein, mais c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur et comme tu le dis, on en a plein qui vont arriver dans notre vie, des petits, des gros. C'est une question de perspective en fait. Moi souvent quand j'ai un échec, je me dis ok, c'est une opportunité. Et même si c'est un truc dur, genre moi j'ai fait 2 burn-out, tu vois. Mhm, Il y en a un où j'ai failli ne pas ne pas être là. Et du coup je me dis ok, c'est une des plus belles choses qui me sont arrivées parce que je m'en sers mhm, de levier pour avancer. L'échec, ça peut rester un échec si vous décidez en fait que vous en faites rien. Mais totalement. si un prospect ou un client vous dit un non, vous met un stop, génial, il vous donne des informations pour vous améliorer derrière. C'est exactement ça. Et du coup, moi j'ai envie de te demander, est-ce que tu as suivi, on va dire, une sorte de process mental pour apprendre à vivre avec cette peur de l'échec au quotidien? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, je suis passé par plein d'échecs, justement. Ce que tu dis, moi, j'allais te rejoindre. Donc, ta question est bien posée. C'est que moi, toutes les périodes les plus difficiles de ma vie, qui ont été vécues à l'instant T comme un échec potentiellement, sont les périodes où je me suis le plus construit et où j'ai le plus appris sur moi. Et que sans ces périodes, je pense que je serais pas devant toi ou je serais pas qui je suis aujourd'hui. Sur le moment, c'est extrêmement dur. Un échec ou une difficulté, quand tu la prends en pleine gueule, ça fait pas plaisir. Et c'est normal. Et encore une fois, il faut l'accepter. Parce que ça fait partie du process, en fait, du process de la vie. Et que si tu veux, les phases de l'échec, justement, c'est assez similaire au deuil. On pourrait dire, hein, il y a 5 grandes phases dans l'échec. La première, c'est le déni.
Non, mais pas moi. Non, mais je suis pas d'accord. Non, 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 mais, non, mais, non, mais. D'accord. Derrière, il y a toutes les émotions négatives qui vont découler en fait de ce déni. Ça va être de la tristesse, ça va être de la colère, ça peut être ce que tu veux, hein, dépendamment des personnes et de ce que tu vis. Et la troisième, qui est la phase la plus importante, justement, c'est cette phase d'acceptation, où tu es dans le creux de la vague, en fait, et tu es en phase d'ascension. Derrière, du coup, tu vas avoir l'envie de changement. Donc là, c'est plutôt cool. Tu vas commencer à réfléchir à la suite et aux perspectives. Et puis derrière, la cinquième phase, c'est la phase de reconstruction. Où là, c'est bien beau d'avoir envie de changement. Maintenant, il faut se bouger le cul et il faut mettre en place, en fait, les actions. Donc, moi, si tu veux, je l'ai côtoyé plus d'une fois et dans plein de domaines différents. Moi, j'étais sportif de haut niveau pendant plus de 10 ans. Donc, c'est aussi grâce à ça que j'ai un peu toute cette mentalité, tu vois, aujourd'hui, où j'adore du coup la compète. Moi, par contre, j'ai fait que des sports co, j'ai fait du basket à très haut niveau. Et donc, j'aime aussi l'effet de groupe. Donc, bon, c'est plutôt que des bonnes choses qui m'aident, moi, dans ma vie pro aujourd'hui. Mais j'ai pas été sportif pro, donc ça a été très dur pour moi de le vivre. J'ai redoublé une fois quand j'étais en seconde. Alors, on peut rigoler, mais quand t'es en seconde et que t'as 15-16 ans, c'est pas drôle de retaper parce que t'as toute la pression familiale et de l'entourage qui te tape dessus. Donc, tu le vis vraiment comme quelque chose de très dur, même si aujourd'hui on en rigole et que je suis très content d'avoir retapé. Derrière, j'ai foiré mes études en partant à HEC Lausanne, donc en études supérieures tout de suite après le bac. Donc, on pourrait se dire, putain, j'ai perdu 2 ans. Enfin, il m'est arrivé plein de trucs. J'ai foiré mon couple plus d'une fois. J'ai foiré ma boîte. J'avais monté une boîte. Enfin, tu vois, il m'arrivait plein de trucs en réalité. Puis je parle pas de tous les petits micros échecs que j'ai pu vivre en tant que sales justement au quotidien avec des deals qui closent pas, alors que tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as fait X rendez-vous, tu avais fait toutes les presses nécessaires et finalement tu gagnes pas le deal. Donc c'est aussi très frustrant. Mais en fait, c'est comme ça, c'est la vie, tu l'as très bien dit. Il faut juste, quand ça se présente, prendre du recul et dire, OK, avec quoi je ressors en fait. C'est pas juste je viens de me prendre un coup et merci, je m'en vais. C'est non, j'ai pris un coup, d'accord. D'où est venu le coup? Quelle force? Par qui? Pourquoi? Comment je fais la prochaine fois pour éviter le coup? Et ça, en fait, c'est quelque chose d'utile que tu vas pouvoir du coup réutiliser derrière. Exactement, ça demande une bonne capacité de résilience, de l'autodiscipline aussi, mine de rien, Ça de parce que ouf. en soi, même si vous bossez en équipe, personne va être derrière vous à vous dire ok, tu t'es vautré, c'est pas grave, qu'est-ce que tu en as appris? Alors il y a certains managers qui font ça et franchement, continuez, mais la plupart des gens, vous êtes seuls quand vous avez un échec et c'est important de vous dire ok, j'ai deux possibilités en fait. Face à une situation, il y a souvent deux choix. Soit je reste victime, dans ce cas, vous restez dans la position où vous êtes, soit, dans ce cas, vous acceptez, comme tu dis, et vous vous dites, qu'est-ce que j'en fais? Il s'est Mhm. passé ça dans ma vie, c'est le pire truc que je peux imaginer, comme tu disais, le redoublement en seconde, c'est le pire truc de ma vie, comment est-ce que je peux rebondir? C'est exactement ça. Et Et on va vivre des échecs différents toute notre vie, en fait, à différents moments de notre vie. Et tu vois, je citais justement exprès le côté redoublement. C'était il y a plus de 12 ans, tu vois, même plus que ça. Bon, à l'époque, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est perdre mon taf, c'est perdre ma conjointe, c'est perdre, tu vois, mon appart. Voilà, ça, c'est des trucs encore pires. Mais on vit, en fait, avec les échecs, en fait, corrèlent totalement avec nous, notre période de notre vie. c'est ça. Et en fonction aussi de ce qui est important pour nous, par exemple, tu vois, toi tu parlais du conjoint, du travail, il y en a certains, ils vont pas forcément avoir ces problématiques-là, ils vont se dire, le pire truc qui puisse m'arriver, c'est par exemple perdre à une compétition d'échecs. Mhm. Et Prime. c'est ok, ça demande les mêmes compétences en fait. Ça demande alors c'est peut-être pas du commerce pour le coup sur cet exemple-là, mais ça demande le même mindset finalement de Mhm. résilience, d'autodiscipline. Et moi, je voulais te demander, est-ce que toi, tu as des clés pour développer ces soft skills, on en parlait un petit peu tout à l'heure, pour les développer au quotidien? La résilience. La résilience, l'autodiscipline, ce genre de compétences qui t'aident à passer outre finalement une Mhm. difficulté. L'autodiscipline, c'est vraiment, je pense, une des vertus qui me passionne le plus. Moi, j'essaie de l'être à mort, à tel point que parfois je peux être un peu militaire, tu vois, c'est ce que me disent aussi mon entourage, mais c'est ce qui me sert en réalité. C'est aussi dû à mon éducation. Ça, on peut pas faire, tu vois, grand-chose là-dessus. On est tous différents et il faut tous l'accepter. J'ai une éducation qui était à la fois très douce d'un côté, très dure de l'autre, donc j'ai réussi à avoir aussi un certain équilibre, même si quand je l'ai vécu à l'époque, c'était très très dur pour moi. Avec le recul, je vois que j'arrive à en faire une force. L'autodiscipline,
l'autodiscipline, moi, j'ai réussi à l'avoir justement en pratiquant du sport à très haut niveau. Le fait d'être obligé d'aller à l'entraînement tous les jours, 4 heures par jour, les sacrifices avec les matchs le week-end, etc., ça m'a déjà mis pas mal dans le bain. Donc, on va dire que j'ai une certaine aide à ce niveau-là. Et puis, le fait d'avoir monté ma boîte aussi très jeune, j'avais 22, 23 ans, ça m'a forcé à aller plus loin dans cette notion d'autodiscipline où, en fait, à l'époque, je me suis dit, OK, alors que ça se passait très mal au tout début de la création d'entreprise, OK, maintenant, je vais me donner du temps. Je vais me dire, OK, là, on va se bouger le cul pendant 6 mois. Si dans 6 mois, j'ai pas atteint ce que je voulais, OK, j'arrête. Mais je me donne une temporalité aussi d'action. Ça, c'est important d'avoir une notion de temps. Et donc, après, j'ai commencé à développer, tu vois, une petite routine matinale. Je faisais vraiment du sport à intervalles réguliers, donc tous les jours, méditation, etc. Je me suis rajouté toutes ces petites actions. Ça dépend de moi. Je dis pas aux autres de le faire. Chacun est libre de faire de la méditation ou pas, ou du sport. Quoique le sport, vraiment, je le recommande à 100% des gens. Moi, c'est vraiment le truc qui me tient. Là, tu vois, aujourd'hui, on enregistre à 15 heures. Entre midi et 2, moi, j'ai fait 1 heure de sport, un petit peu moins, tu vois. Mais ça, c'est tous les jours. Je suis autodiscipliné à mort là-dessus. Tous les jours, à midi, sauf quand je suis pas en télétravail, je le fais le soir. Mais tous les jours, je me fais au minimum une demi-heure de sport. Ça, c'est un truc déjà qui me permet de rester en forme. Et le corps et l'esprit, tout est très lié. Donc, avoir une dépense quotidienne physique, les gens se rendent pas compte. Tout le monde dit on le sait. OK, pratique le poteau en fait. Mets-le vraiment en application et donne-toi encore une fois une échelle de temps. Les gens tout de suite en fait, ce qui bloque dans l'autodiscipline, enfin dans cette notion-là, et pourquoi les gens baissent vite les bras, c'est qu'ils pensent que comme ils font un truc une fois, ils doivent le faire tous les jours de leur vie. Et en fait, ça c'est quelque chose qui te bloque à un moment donné où le jour tu vas pas avoir envie. Et un jour, et puis 2 jours, et puis hop, en fait, tu vas rapidement t'en aller parce que tu vas trouver des excuses. Ouais. C'est OK, encore une fois, de ne pas respecter cette discipline tous les jours. Moi, il y a des moments donnés, je peux pas, c'est pas grave, je me flagelle pas pour autant, je le reprends. Et c'est ces périodes, justement, où on va parfois stopper cette action qui fait qu'on va avoir encore plus envie de reprendre. Et ça va être encore plus, tu vois, quelque chose qui va nous motiver. Ce qu'il faut en tout cas quand on fait quelque chose comme ça, je prends l'exemple du sport, c'est éviter d'avoir plus de 2 jours de coupure à chaque fois. On peut arrêter du coup notre action peut-être pendant 2 jours. Il faut vite commencer à reprendre parce qu'une habitude, ça se perd très vite. Moi, je suis pas de ceux qui diront, je trouve que c'est très bullshit, les habitudes, il faut 21 jours pour les ancrer à vie, il faut 30 jours, mon cul. Il faut beaucoup plus que ça en réalité. Moi, il y a des routines que j'ai tenues pendant 6 mois, que j'ai totalement flinguées pendant un été, parce que l'été, tu sors plus tard, tu te mets des caisses, donc tu te lèves tard, donc tu fais pas la même chose. Et il faut juste outrepasser ça, se dire, OK, vas-y, je vais faire du sport là, 1 heure tous les 2 jours, ou une demi-heure tous les jours, et je me donne au moins 2 semaines. Mais pendant ces 2 semaines, par contre, je suis drastique. Genre, j'ai pas le droit de rater. Parce que si je rate pendant 2 semaines, je vais le dire, je suis pas sympa, hein. Franchement, t'es une merde. Parce que pas tenir 2 semaines de temps sur ta vie pour tester un truc, c'est que t'en as pas envie dans ce cas-là. Et si t'en as pas envie, fine. Du coup, tu viens de te rendre compte de quelque chose et ça va peut-être t'orienter vers autre chose. T'as le droit de changer en cours, par contre. Mais donne-toi une temporalité et vraiment tiens-le. Que ce soit du coup de la lecture, de la méditation, du sport ou autre. Mais avoir une activité à peu près, j'ai envie de dire quand même quotidienne sur quelque chose qui nous fait plaisir, c'est ce qui va commencer à rythmer en fait cette autodiscipline, tu vois. Là, tu soulignes un point que beaucoup de gens oublient, que ce soit même pour les loisirs ou pour la vie pro. Fixez-vous des objectifs. De ouf. Genre, on parlait du sport. Moi, tu vois, j'ai un de mes loisirs, c'est faire de la couture. Tu vas me dire, c'est pas forcément quelque chose d'hyper engageant, mais moi, je me suis dit, s'en fout, au moins, c'est à toi. Par mois, je me dis, je veux faire un fringue. Au moins un fringue. Bon, souvent, j'en fais 2 ou 3, mais je me dis, à minima, il faut que j'en ai fait un. Trop bien. Et une fois que j'ai atteint mon objectif, je me dis, bon, ok, c'est cool. Et des fois, je peux pas, parce que, voilà, j'ai des imprévus ou quoi que ce soit. Je me dis, c'est pas grave, le mois prochain, j'en ferai 2. Parfait. Et c'est comme ça que marche l'autodiscipline, parce que finalement, si on rentre dans une mécanique, j'ai l'impression, où tu fais quelque chose de tous les jours, t'as plus vraiment d'autodiscipline, en fait. Ça devient automatique, t'y penses plus. Là où il y a l'autodiscipline, c'est quand t'arrêtes et tu dois te remettre à faire quelque chose, comme par exemple un régime alimentaire pour ta santé. Ça, généralement, tu le suis. Si c'est un régime pour préparer le body summer, je crois qu'on dit, ça, tu vas le faire juste avant l'été. L'été, comme tu disais, tout le monde profite généralement. Et à la rentrée, on laisse tomber le régime alimentaire sain qu'on avait au tout début. C'est là où vous allez rajouter votre autodiscipline finalement. Totalement. Il y a besoin de ces phases aussi. Il faut accepter qu'on a des phases de moins bien, on a des phases où on n'a pas envie de faire des choses, mais c'est ces phases-là finalement qui vont être salvatrices et qui vont nous permettre d'avoir ce petit coup de pied au cul dont on a besoin. Mais encore une fois,
il n'y a pas de recette miracle, tu vois. Les gens qui attendent un coup de baguette magique, c'est vous, hein, qui avez la baguette magique dans votre main en réalité, hein. C'est vous qui êtes responsable de vos choix tous les jours. Moi, il y a des moments donnés où, bah oui, j'ai un peu la flemme de faire mon sport. Ce serait plus facile de me faire un truc à manger et de me foutre comme une larve dans le canapé à regarder Netflix. Et bah justement, l'autodiscipline, c'est cette voix qui vient derrière moi et qui dit, mec, on a dit qu'on le faisait. Putain, sans déconner, ça prend 30 minutes. Allez, bouge-toi le cul. Allez, va te mettre ton short. Mets-toi en tenue, comme ça, tu réfléchis plus. Allez. Et une fois que tu l'as fait, t'as cette fierté, tu sais. T'as terminé ta session, t'es là, tu fais, putain, j'ai bien fait de le faire. Putain, je suis content. Ah, et puis tiens, cette action positive, elle en entraîne une autre. Bah oui, parce que je viens de me faire du sport. Donc, je vais pas me commander un burger et manger de la merde. Bah non, du coup, j'ai mangé un truc qui est plutôt sain. Et en fait, du coup, on rentre dans un cercle qui est hyper vertueux. Une action positive en amène une autre, petit à petit, petit à petit. Il faut juste pas vouloir griller toutes les étapes. Pareil, les gens qui font du sport et qui se regardent, il y a Simon Sinek qui a fait une très belle vidéo du coup là-dessus. J'adore ce mec, c'est un de mes mentors vraiment, qui a écrit du coup Start with the Why, qui est là et qui dit, mais en fait, si tu vas à la salle de sport tous les jours et quand tu rentres, tu regardes, tu soulèves ton t-shirt et t'attends de voir des résultats, bah, il y a de grandes chances que tu baisses les bras parce que tu vas peut-être pas voir quelque chose du jour au lendemain et c'est même une certitude. Par contre, je peux t'assurer que si tu tiens pendant plusieurs mois, les résultats, tu vas les voir et là, tu vas avoir cette satisfaction. Et en fait, ce qu'il faut, c'est avoir justement ces premiers résultats pour se dire, ah putain, en fait, c'est cool. Ah, mais en fait, il faut que je continue parce qu'en fait, quand je fais ça, bah, en fait, j'ai ça. Ce qu'il faut juste, c'est un peu de patience. Et ça, aujourd'hui, c'est très compliqué à avoir de la patience. C'est clair. Et il y a autre chose, moi, que j'utilise beaucoup pour le sport parce que j'aime pas ça de base. J'aime pas avoir des courbatures, en fait. Et vu que Ok, j'en fais très peu souvent, j'ai très souvent des courbatures quand je fais du sport. ok, Du coup, le hack que je suis en train de tester en ce moment, c'est je modifie mon environnement physique ok. pour pouvoir contrer, on va dire, toutes les objections d'une petite voix que j'ai dans ma tête qui dit non mais finalement sur Netflix il y a cette série que t'as pas vue. Alors tu vois par exemple je fais du yoga, du renforcement, un peu de cardio. Bah du Mhm. coup j'ai mes différentes tenues qui sont prêtes, qui traînent dans mon Ok. appart donc ça fait un peu de bazar mais au moins le temps que je fasse Au mon moins, tu les sport je vois. sais que c'est là. J'ai Mhm. mon tapis de yoga qui est devant la porte de ma chambre donc il faut que je le contourne à chaque fois que que je Mhm. dois passer. Et du coup, je me dis, je vais pas m'imposer ça dans mon environnement si c'est pour pas les utiliser. Ouais. Tu vois, c'est vraiment, excusez-moi l'expression, mais c'est la technique de l'emmerdement maximum. C'est-à-dire, on se met Mhm. des choses dans son environnement pour se dire, ok, c'est au milieu du passage, je vais l'utiliser. Comme Mhm. ça, après, je pourrai le déplacer. Et en fait, quand je finis ma séance de sport, je le range dans un coin, puis le lendemain matin, je le remets au milieu du passage. T'as dit un mot en fait qui est très juste et c'est ce que moi j'essaie de développer donc par la pratique et la récurrence depuis tant d'années, c'est des hacks. En fait, on parle Ouais. de hacks quand on parle de gros hacking et de business, ok. On peut aussi créer des hacks dans notre vie. Ce que tu viens de dire, ça en est un. Moi, c'est pareil que toi, du coup, pour le sport. Le hack que j'ai trouvé, c'est moi, je vais pas à la salle. Je suis inscrit à aucune salle de sport. J'ai une flemme de l'espace de bouger mon cul le soir ou à n'importe quel moment, sauf si elle était vraiment en bas de chez moi. Et encore. Donc, ce que je fais, j'ai investi dans quasiment rien du tout. Et en fait, je ne fais que des exercices de poids de corps. Donc, j'ai aucun poids chez moi. Et je fais ça sur même pas 2 mètres carrés. Donc, même demain, je bouge, je vais en déplacement, je suis dans une chambre d'hôtel. Je peux faire mon sport comme chez moi. Et du coup, j'ai pas d'excuses. J'ai besoin de rien. J'ai besoin de 2 mètres carrés autour de moi. Je fais de la corde à sauter. Si j'ai pas d'espace pour la corde, bah tant pis, je saute comme un trisomique sur place, mais c'est pas grave. Je saute sur place. Ok, très bien. Et derrière, eh ben, je fais des pompes, je fais des abdos, je fais des trucs comme ça. Mais juste, par contre, je suis hyper régulier. Et en fait, j'ai pas d'excuses. Je rentre, que ce soit le soir ou que là, que ce soit le midi, ça me prend et je fais des exercices du coup avec une forte intensité sur une courte durée. Comme ça, pareil, tu vois, je réduis le fait de dire, oh putain, faut que je fasse 1 heure de séance là. Ah ouais, un peu la flemme. Non, mec, ça dure même pas une demi-heure, t'as même pas le temps de réfléchir que c'est déjà fini. Allez, bouge ton cul. Tu vois, j'ai l'autre voix qui fait ça. Et je vais dire, je pense que je suis un peu, je fais une dernière parenthèse que je parle beaucoup, mais je suis un peu formaté aussi là-dessus. On parlait d'éducation. Tu vois, mon grand-père, avec qui là, j'ai passé un bon moment parce qu'il m'a aidé à faire les travaux chez moi dans mon nouvel appart. Mon grand-père, il a 83 ans. C'est une machine de guerre, mais de l'espace. Immigré d'Italie, qui a bossé sur les chantiers depuis toujours, qui est fan de son taf, et qui est très dur. Bon, c'est bon, le bon papy, tu vois, italien, qui est très, 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 très dur quand il faut, et parfois quand il faut pas, mais qui est dur, et qui se parle de manière très dure, tu vois. Il me le dit quand il est lui, il peut pas ne pas bosser. Tu vois, il a 83 ans, il bosse encore sur les chantiers. Le jour où il a pas de chantier, il fait des pompes, il fait des haltères chez lui dans le garage. Pour te Ouais. donner, il a 83 ans.
Et quand il a pas envie de bouger, il me dit, je suis sur le canapé, je me trouve des excuses, j'ai pas envie de sortir. Et je me dis, allez, vieux con, bouge ton cul et va marcher, tu vois. Il se parle comme ça. Donc, bon, après, faut pas sonner les gens qui trouvent que je suis vulgaire, vous voyez d'où ça vient. Mais tu vois, c'est cette force mentale-là et c'est lui-même, c'est cette petite voix, c'est cette autodiscipline. Et elle peut être brutale par moment chez certains. D'autres n'ont pas besoin, d'autres ont besoin. Moi, j'ai besoin aussi de mal me parler parfois, tu vois. Ouais, ça dépend vraiment de chacun. On a un peu Totalement. digressé sur le sport, mais c'est vraiment en lien Totalement. avec le mindset de commercial finalement et le mindset d'entrepreneur, au Bien sens sûr. large du terme. Alors là, c'était sur l'autodiscipline. Et moi, je voulais qu'on parle aussi de résilience. Mhm. On en a parlé un petit peu, mais je voudrais qu'on approfondisse. La résilience, pour toi, déjà, c'est quoi? La résilience, c'est quoi? Bah, si tu veux, l'échec, c'est le fait de... Enfin, la résilience, du coup, c'est la notion, je pense, de... Déjà, c'est indissociable du succès, tu vois, l'échec. Donc, ça fait partie vraiment, encore une fois, du process de la vie, comme on l'a dit. Et c'est le fait, si tu veux, de se remettre en question et de repartir de zéro avec de meilleures bases. En fait, c'est ça, la résilience. Tu vois, Ouais. le sketch de la vérité si je mens. On repart à zéro, on reste à zéro. Non, bah là, du coup, tu repars à zéro, mais t'as des meilleures bases. Tu sais où tu t'es planté, tu vois. On dit qu'on change pas une équipe qui gagne, on sait pas forcément du coup pourquoi. Par contre, on sait qu'une équipe quand elle foire, désolé encore une fois de parler avec le sport, mais ça pourrait être n'importe quoi. On sait que quand il y a un truc qui va pas, genre j'ai cherché mon product market fit, je sais pourquoi je me suis planté, que je sais peut-être pas pourquoi ma boîte est devenue un succès. Donc j'ai peut-être plus appris, même si l'autre a plus de réussite, mais il a peut-être plus de réussite à un instant T, que toi t'en auras plus sur le long terme. Enfin, tu vois, il y a tellement en fait de il n'y a pas de recette, encore une fois, universelle. Ce qu'il faut dire aux gens, chacun est différent, chacun vit à sa façon, de par, encore une fois, son éducation, de par son niveau émotionnel. Et la résilience, en fait, entre guillemets, je vais dire, ça s'apprend, même si pour d'autres, justement, c'est plus inné. De par justement, tu vois, cette éducation. Ouais. Si tu as la chance d'avoir vécu dans un milieu familial hyper sain, avec des parents qui, à chaque fois que tu te plantais, disaient c'est pas grave, t'inquiète, ça va le faire les fois prochaines, c'est normal de passer par là. Bah demain, quand il t'arrive une couille dans ta vie, en fait, t'es hyper optimiste sur tout ce qui se passe. Que t'as vécu dans un contexte familial où on te disait t'es nul, t'es une merde, et t'as encore raté, et gna, bah c'est sûr que pour ces personnes-là, ça va être beaucoup plus dur. Mais c'est pas impossible. Donc, ce qu'il faut, encore une fois, pour faire preuve de résilience, on en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est l'importance de l'entourage. Vraiment. L'importance de l'entourage, se construire un entourage fort et positif. Donc, ça veut dire aussi savoir se couper de toutes les ondes négatives, aussi proches soient-elles. Ça veut dire peut-être qu'on a des meilleurs potes depuis 20 ans, mais qui sont des boulets pour nous. Peut-être qu'on a des parents qui sont hyper sévères avec nous et qui finalement, en fait, nous cassent dans l'œuf à chaque fois qu'on a une idée, à chaque fois qu'on a une envie. Donc, peut-être qu'il faut aussi moins les voir. C'est des actions qui sont hyper dures à mettre en place, mais en même temps, si c'était facile, on ne parlerait pas de ce sujet, tu vois. Si la résilience était facile à avoir, eh ben en fait, on serait tous des machines de guerre et on arriverait tous à gérer nos émotions de la meilleure façon. Sauf que c'est pas possible. Ça demande d'être bien entouré. Ça demande d'être bien entouré et de faire preuve de patience et d'action. On parlait du coup d'autodiscipline, c'est un peu lié, tu vois, dans chaque échec, il existe ce qu'on appelle le temps du rebond, qui est plus ou moins long chez certaines personnes, encore une fois, en fonction de tout ce qu'on a cité, de tous les facteurs qu'on vient de citer avant. Et ça, en fait, ce temps du rebond, c'est un peu une sorte d'équation, moi, que j'ai essayé de mettre en place, c'est que, si tu veux, c'est égal bah, à la notion de patience, au temps, en fait, que tu multiplies par le fait bah, de rester en mouvement. C'est-à-dire qu'il faut sans cesse être dans l'action pour justement pouvoir s'ouvrir vers de nouvelles opportunités et voir qu'en fait, l'échec, c'est en aucun cas une fin en soi. C'est ça qui est important de voir. En fait, l'échec, c'est une situation neutre et avec notre filtre de la réalité, donc qui s'est construit par nos expériences de vie, par notre personnalité, etc., ben, on le perçoit de façon plus ou moins négative ou plus ou moins positive selon les gens. Moi, je rebondis juste sur un point là qui a tilté dans mon cerveau quand tu parlais de l'entourage, de savoir des fois faire des choix difficiles. Mhm. Moi, je vois l'entourage comme une ressource. C'est-à-dire De que ouf. quand on est entrepreneur, souvent on dit qu'il faut apprendre à gérer ses ressources, donc son temps, son argent, son énergie, etc. On Mhm. n'apprend pas à gérer son entourage. Totalement. Autant quand c'est des personnes sur LinkedIn, tu dis bon bah je le dégage et puis je le verrai plus, tu vois. Mais quand c'est des Mhm. personnes avec qui tu as grandi ou que tu côtoies depuis un certain temps en tout cas, qui t'ont accompagné pendant une période de ta vie, c'est très très difficile de se dire bah cette relation, pas forcément elle est terminée, mais en tout cas elle va prendre moins de place dans ma vie parce que je Mhm. me rends compte qu'elle a tel et tel impact. Et ça demande, on le disait au tout début de l'épisode, ça demande de l'honnêteté finalement envers soi et envers les personnes qui
nous entoure, de se dire concrètement, est-ce que on s'apporte du positif mutuellement ou est-ce qu'on reste là parce que voilà, c'est un état de fait, on se connaît et puis c'est tout. Et finalement, ça peut créer des conditions qui sont au service de personne. Tu vois, Ouais. t'as des potes que tu peux avoir depuis 5 ans, que tu avais quand tu étais par exemple salarié, et depuis que tu es entrepreneur, tu les vois encore parce que ils sont là, mais il n'y a plus de lien commun. Et c'est pas grave en fait de cesser une relation à partir du moment où c'est fait dans de la bienveillance et où c'est pour le bien-être de tout le monde en fait. Mhm. Entièrement d'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le mindset commercial slash entrepreneur, Hmm. des choses avec lesquelles tu voudrais que les auditeurs, auditrices repartent de cet épisode? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à tout ce qu'on a dit? On a quand même parlé de beaucoup de valeurs pour moi du coup essentielles. On a parlé du coup ouais, de l'abnégation, de l'écoute, de la remise en question, du fait de créer de vraies relations. Je fais toujours un parallèle. Moi, c'est le sport qui m'a aidé beaucoup à avoir cette mentalité-là, mais il faut réussir à se conditionner en fait psychologiquement. Je vais dire, c'est juste ça. C'est pas juste parce que c'est énorme en réalité, mais la condition psychologique, comment on va se parler, ce qu'on va mettre en place nous-mêmes. Enfin, tu vois, c'est ça en fait l'essentiel. C'est réussir en fait à utiliser tout ce qu'on a à l'extérieur comme ressource, comme tu viens très bien de le dire, et réussir à se couper de tout ce qui nous est vraiment inutile pour arrêter en fait de ruminer sur du négatif en fait. Je vous conseille de suivre aussi un copain qui s'appelle Alexis Minchala qui a créé du coup le podcast Tribu Indé qui est très fort, qui a écrit aussi un bouquin du coup là-dessus, Freelance, l'art dont vous êtes ce héros, et qui parle d'objectifs sur 90 jours lui, qui est extrêmement intéressant. Et moi j'aime beaucoup cette notion parce que dans mes précédents jobs de sales, je fonctionnais souvent au trimestre. Donc c'est un objectif de 90 jours aussi. Et je trouve que d'ailleurs, on parlait de nos habitudes tout à l'heure, de l'autodiscipline. Les routines que je peux avoir, moi, évoluent beaucoup aussi en termes de saison. Donc finalement, tu vois, on peut fonctionner par quarter réellement, avoir des vrais objectifs de temps, des sous-objectifs aussi. Pas hésiter, tu vois, à sous-catégoriser en fait. On a un objectif global qui est, je pourrais te dire, OK, je veux perdre 10 kilos ce semestre. OK, ça veut rien dire. Maintenant, dans ce truc de je veux perdre 10 kilos, OK, je vais aller du coup à la salle 3 fois 1 heure par semaine. Et dans ces 3 fois 1 heure, voilà les programmes que je veux faire. Et donc, du coup, je vais pouvoir alterner. En fait, je m'organise. L'une des grandes, valeurs essentielles d'un sales, c'est aussi l'organisation. Donc, on fait beaucoup de croisements sur tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais c'est parce que c'est des sujets qui sont tellement aussi connexes en réalité. C'est Ouais. pour ça que c'était hyper intéressant que tu voulais aborder tout ça, à la fois l'échec, la vente, le mindset, qu'à chaque fois, du coup, en fait, tu vois, une idée, tout se recroise finalement. Donc allez-y step by step et vous écoutez pas trop. Vous écoutez pas trop. Vous allez vous foutre le doute à trop vous écouter. Réfléchis pas, agis, comme dirait Maverick. C'est ça, la peur se dissout dans l'action. Et autre De mantra que ouf, j'aime beaucoup, c'est vous êtes 100% responsable de ce que vous vivez. Donc vous pouvez le totalement, vivre très très mal, mais vous pouvez aussi vous en servir comme une force. totalement. Et c'est dans l'adversité qu'on forge le succès. Ça, c'est un mantra que j'adore. Parfait. Je sais pas combien de mantras on a cités dans cet épisode, mais je crois que c'est Les gens on tient le piocheront. record. On tient le record. Les gens piocheront, se feront leur petite salade. C'est ça qui est cool justement, c'est qu'il en faut pour tous les goûts. Ouais, Donc, c'est ça qui est intéressant. clairement. Bah écoute, Enzo, merci beaucoup pour ce temps hyper qualitatif, pour toute la valeur que tu as partagée. J'ai adoré notre échange. Plaisir. J'espère que vous qui écoutez aussi, vous avez kiffé ce moment. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Enzo, pour t'envoyer des good vibes, du love, te poser des questions, suivre tes aventures? Eh ben, écoute, le plus simple, j'ai envie de dire, c'est sur LinkedIn. Vous pouvez me rajouter Enzo Colucci, Colu2CI, un seul L et deux C. Vous pouvez me rajouter et puis m'écrire. Je réponds toujours à tous les messages, même si parfois j'ai un peu de retard. Je réponds réellement à tout le monde et c'est toujours avec plaisir que j'échange. Donc, ouais, que les gens n'hésitent pas et qu'ils viennent nous voir, vu que tu as trop kiffé aussi sur Call Club avec Ruben et Julien tous les vendredis à 11 h. On est live sur LinkedIn et on prend des rendez-vous en direct. Donc c'est un peu, on essaie d'en faire le rendez-vous hebdomadaire des commerciaux en France. Et on passe un super moment, on se marre et on appelle pour des boîtes différentes toutes les semaines. Donc c'est dans la bonne humeur et dans la pédagogie qu'on fait ça. Donc n'hésitez pas à venir. Ouais, c'est génial. On apprend beaucoup de choses sur comment ça se passe finalement un appel à froid. Moi, j'ai beaucoup appris. Je crois que c'était le dernier de 2022 où en fait il y a eu assez peu de closing.
Mais finalement, c'est la résilience, l'autodiscipline. On dit ok, on continue d'appeler, et finalement, il y a eu 2 ou 3, je sais plus, hyper beaux closing et franchement, c'était top. Donc vraiment, allez y jeter un coup d'œil. Trop cool. Écoute, encore merci Enzo, merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode invité. À bientôt. Ciao, ciao. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye. Cet épisode t'a plu ? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.